j'avais présenté il y a 2 ans, je pense pour la première fois dans une soirée de Final Cut de Montréal, c'était au Post-NAM, je crois. J'avais présenté Media Composer 5, justement avec le MXO2 Mini, qui était le premier signe d'ouverture d'Avid avec Media Composer vers un univers plus ouvert. Et avec les versions qui ont suivi, avec 5.5 ouvert avec encore plus d'interfaces, et la version 6, j'avais vraiment le goût de vous représenter l'application qui a beaucoup changé en fait depuis Media Composer 5. Avid a travaillé de l'interface. Il y a beaucoup d'outils qui sont venus d'idées d'autres logiciels, beaucoup d'outils qui sont venus aussi de Pro Tools, parce qu'Avid a aussi acheté, il y a longtemps, DJ Design. Et de plus en plus, ils font passer les outils d'une application à l'autre pour uniformiser leurs interfaces, ce qui est une très bonne chose pour les monteurs, les utilisateurs. J'avais le goût de vous le montrer, mais en fait, j'ai demandé à Jonathan, qui est professeur accrédité Avid Certified Instructor, qui est prof au Centre NAD, de venir nous présenter Media Composer, qu'il maîtrise très bien. Puis, je demandé aussi de faire des petits parallèles avec Final Cut pour... En tout cas, il y a beaucoup de monteurs Final Cut ici? C'est pour ça qu'on est là. Oui, d'accord. Fait que... c'est ça. Donc, Jonathan Tremblay qui va vous présenter Media Composer 6. Et là? Oui. OK, super. Bon. À vous la parole, mon cher. Super. Donc, je vais commencer vraiment par la base, étant donné que vous êtes plus des monteurs Final Cut. On va commencer par... On va faire des grosses différences. La première différence que vous allez remarquer quand vous allez travailler sur Avid Media Composer, ça va être surtout la structure des projets. Donc, la structure des projets sur Final Cut est quand même relativement simple. J'ai justement ici une version très édulcorée de ce que pourrait ressembler une structure de projet. Voilà, vous voyez bien. Alors, la structure de projet de Final Cut, Premiere ou After Effects, se ressemble énormément. Donc, vous allez avoir votre projet, donc l'entièreté de votre projet, l'entièreté de votre metadata qui va se retrouver dans une espèce de seul gros document, soit le .fcp, le .aep si vous travaillez sur After Effects. Alors, ce projet-là en question va contenir le metadata, c'est-à-dire vos clips, donc votre timecode, vos les real names, donc les tape names. Ensuite, bon, toutes les autres informations qui ont rapport à ça, tout dépendant avec la plateforme sur laquelle vous travaillez. Ensuite, bon, vous allez avoir les séquences qui vont constituer en tant que tel un assemblage de vos clips. Donc, ça, c'est tous des concepts, normalement, que si vous travaillez sur des systèmes non linéaires, ça va être tous des concepts que vous connaissez extrêmement bien. Ensuite, bon, ces clips-là sont connectés. Bon, là, j'ai mis un Capture Scratch, mais oui, sur Final Cut, à Premiere ou After Effects, vous pouvez mettre ça n'importe où. Vous pouvez liker ça littéralement sur votre desktop. Idéalement, un monteur professionnel ou quelqu'un avec le moindrement d'ordre va s'organiser pour avoir des dossiers très bien structurés. À l'intérieur, il va lui placer les médias. Le média numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc, des movies, des AVI, tout dépendant de sur à quoi vous travaillez, etc. Ensuite, on va juste remonter rapidement ici votre projet FCP. La manière qui sauvegarde. La manière qui sauvegarde ressemble énormément, encore une fois, à Premiere, After Effects ou Final Cut. Il va s'en aller dans un dossier d'auto-sauvegarde. Et dans ce dossier d'auto-sauvegarde-là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ça va être vos projets numérotés, tout dépendant de ce que vous utilisez, avec l'entièreté de votre projet. C'est-à-dire, je travaille sur telle émission, tel numéro de show. Quand ça va être l'heure de l'auto-sauvegarde, le système va faire une sauvegarde complète de mon projet et il va le placer dans le dossier d'auto-sauvegarde. Et voilà, merci, bonsoir. Est-ce qu'il y a des questions à date sur ça? Je vois que tout le monde, c'est très clair. Sur Avid, c'est légèrement différent. OK. Sur Avid, le projet en tant que tel, ça va être plus un folder, on pourrait dire. D'accord? Dans ce folder-là, il va y avoir quelque chose d'encore plus important que le concept du projet en tant que tel. Ça va être les bins.
comment il faut voir une bin sur Avid? C'est comme un micro-projet de Final Cut ou d'After Effects. Donc, Avid est appuyé plutôt que ça être sur une entièreté d'un gros projet. Il va être appuyé sur plein de petits points AVB. D'accord? Donc, par exemple, je peux avoir des séquences, des clips qui peuvent se retrouver là-dedans. Idéalement, je vais m'organiser pour qu'il y ait une structure, une certaine structure. Donc, je vais mettre, par exemple, tous mes médias dans une bin, ensuite toutes mes séquences dans une autre, mon son dans une autre. Donc, ça va être un concept relativement simple que si vous allez sur Final Cut, vous allez faire des folders, puis vous allez placer. Sauf qu'à la différence de Final Cut, tous ces folders-là, je vais juste retourner rapidement. Final Cut, tous ces folders-là font partie du même projet. Sur Avid, ce concept-là n'existe pas. Sur Avid, ça va être la bin. Donc, chacune de ces bins-là, en fait, représente un dossier d'auto-sauvegarde. Donc, plutôt que de sauvegarder votre projet au complet, il va sauvegarder une multitude de petits projets qu'il va mettre de côté, donc dans ses sauvegardes, etc., etc. Qu'est-ce que ça permet? Bon, à prime abord, ça permet, c'est sûr que la sécurité est quand même assez forte parce que, par exemple, ma bin numéro 2, elle crève, bien, je ne m'en vais pas remplacer mon projet au complet, je m'en vais remplacer la bin numéro 2, merci, bonsoir, c'est terminé. Ou si, par exemple, je dois envoyer du média à quelqu'un, juste les master clips ou juste les séquences, je ne suis pas obligé de lui envoyer mon projet au complet. Je peux lui envoyer juste la bin de séquence. Donc, déjà là, à partir de cette hauteur-là, vous avez remarqué qu'il y a une énorme différence à ce à quoi vous êtes habitué normalement. Ensuite, bon, ça se divise en deux catégories. Je vais parler un peu plus de la base de données que j'appelle classique. La base de données classique, c'est ce sur quoi Avid travaille depuis que le monde est monde, là, surtout qu'il y avait des vieux depuis que le monde est monde. Alors, Avid, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sauvegarder ses médias. Donc, quand je parle de médias, je ne parle pas des master clips ou des clips, là. Je parle vraiment des fichiers vidéo ou audio. Il va les sauvegarder dans un dossier qu'on appelle l'Avid Media File. Si vous avez travaillé sur des vieilles versions d'Avid, peut-être que le mot OMFI Media File va sonner des cloches. Aujourd'hui, c'est plutôt rare qu'on travaille avec des OMF, qui est l'ancien format. OMF, MXF, qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est un peu comme votre QuickTime. La seule chose, c'est que je vais avoir besoin d'Avid ou d'un logiciel spécial pour pouvoir les lire, parce qu'il n'y a pas de MXF Media Player. Il va y avoir Avid. Donc, tout ça, ça va être dans des MXF. Ensuite, depuis que la version 2.8, si je ne me trompe pas, Avid a commencé à ouvrir les portes. C'est-à-dire que je n'étais plus obligé nécessairement d'ingérer mon média dans cette Avid Media File-là. Parce que quand vous allez faire une importation, on va le faire tout à l'heure, je vais être obligé de l'ingérer dans cet Avid Media File-là pour que mon projet devienne opérationnel. Sur Final Cut, c'était plutôt facile, drag and drop, paf, play, ça joue. Tandis que sur Avid, bon, ça va être arrivé sur des versions un peu plus anciennes, vous allez devoir importer ainsi que convertir, transcoder au format d'Avid pour pouvoir le faire jouer. Depuis la version 2.8, il y a eu des gros changements, surtout avec la P2 et l'XDCAM et patati patata. Je ne suis plus obligé de me connecter directement dans l'Avid. Je suis plus obligé d'importer mon média et de l'ingérer dans l'Avid Mediafire pour pouvoir le faire jouer. Maintenant, je peux tout simplement me connecter, comme un peu je le faisais. C'est un petit peu, le concept est légèrement différent à ce à quoi vous êtes habitué, mais je peux me connecter un peu comme Final Cut à des dossiers qui contiennent, ou directement à des fichiers qui contiennent des médias qu'on pourrait dire compatibles. Donc, dans les médias compatibles, on retrouve la RED, maintenant, qui est compatible, même jusqu'à la dernière EPIC. On va avoir la P2, on va avoir aussi l'XDCAM, et on va avoir aussi, les QuickTime. Et surtout, vous allez voir, ça va être un gros update de Media 6, Media Composer 6, les ProRes. Oui. Moi, j'ai la Canon XF300, qui sont des fichiers MXF. Oui. Qui est full compatible avec Avid. Oui. Ça, la différence avec les MXF que j'ai dans ma caméra, puis les MXF des Avid Mediafire, c'est-tu le même projet? Bien, en fait, ce qui arrive avec ces MXF-là, quand les MXF sont compatibles, comme par exemple, la P2 aussi fait des MXF. Ceci étant dit, je ne peux pas prendre les MXF directement de la carte P2 puis de les draguer dans mon Avid Mediafire pour que ça fonctionne. C'est ça. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Ce que je vais devoir faire, je vais le faire de tout à l'heure, de toute manière,
je vais devoir tout d'abord les connecter à Avid. Puis après ça, à partir du système, je vais lui dire de l'ingérer ou de travailler directement à partir de ça. Mais j'ai besoin quand même de dire à Avid que ces fichiers-là existent pour que lui puisse faire un peu la conversion. Parce que le MXF de la P2 et le MXF de la base de données, bien, c'est deux MXF qui sont compatibles, oui, mais légèrement différents. Fait qu'Avid a juste besoin de faire un petit pont. Il n'y a plus besoin de transcoder, parce que dans le temps, j'avais 1 heure de matériel à transcoder, mais je devais attendre 1 heure de transcode. Maintenant, bien, le transfert va se faire à la vitesse de mon disque. Puis ça se fait dans une interface de style login password? Pas du tout. Vous allez voir tout à l'heure, ça ressemble un peu. On va utiliser les commandes qu'on appelle consolidate et transcode, consolidate and transcode. Ces deux commandes-là, c'est un peu les commandes un peu maîtresses pour le media management un peu de Avid. Alors, voilà. Est-ce que vous avez des questions à date sur un peu cette interface-là? Est-ce que ça bug une couple de personnes qui ont peur? Non? Silencieux, oui? L'ATIC, est-ce que c'est... Oui, l'ATIC, excuse-moi. L'ATIC, c'est un peu un grenier en anglais. C'est le dossier d'auto-sauvegarde de Avid. C'est le nom qu'il porte. Mais est-ce que c'est nous qui dans les préférences... C'est pas nous qui décidons. En vrai, ça va être vraiment par poste de travail. Donc, c'est Avid. Quand vous installez Avid installe un peu tous ses paramètres. Puis sur Mac ou sur PC, l'endroit est légèrement différent. Et il va décider lui-même où est-ce qu'il va l'envoyer. Donc, si on veut retrouver une ville qui s'est perdue, comment est-ce qu'on fait pour recharger de l'ATIC? Bien, je vais le faire tout à l'heure. Vous allez voir, c'est d'une simplicité quasiment niaiseuse. C'est vraiment un copier-coller. Même si le projet est ouvert, on va pouvoir le faire. Même à ce niveau-là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut recomposer des projets qui sont très, très vieux. Parce que l'ATIC est très, très gros. Peut devenir très, très gros, mais très, très gros en termes de quantité de données. Mais c'est sûr que dans le temps, c'était gros. Aujourd'hui, bien, 1 Tera, ça coûte rien. Ça coûtait plus rien avant que la Thaïlande coule, là. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça, rapidement? Oui? Configurer, comme mettons sur Final Cut, mettons j'ouvre un nouveau projet, j'ai mettons 5 disques durs d'1 Teraoctet. Oui. Puis dans chaque disque dur, les différents projets, différents clients, je vais dans mes préférences dans Final Cut, puis je crée mes autosaves, je crée mes captures bin, tout ça, dans un fichier, dans un disque dur, là, j'embarque l'autre projet, je fais mes préférences. Chaque projet a son. Donc, je peux partir avec mon disque, aller dans une autre station Final Cut, puis monter. Peux-tu faire ça, Gary? On peut faire ça avec Avid. Il va falloir quand même le configurer, un peu comme Final Cut, mais oui, c'est très possible de faire ça avec Avid. Donc, je peux même préparer des projets que je t'envoie, que je te mets sur un disque. Pas nécessairement, on peut remodifier l'endroit des ATIC. L'ATIC, non. L'ATIC, non, mais les projets en tant que tels, oui. Donc, les autosaves sont dans une station. Sont dans une station. OK. Donc, c'est littéralement sur la station sur laquelle on travaille. C'est sûr et certain que rien t'empêche de les copier-coller. Tu ne fuckeras pas le système. C'est des bins, c'est des bins, tout simplement. Donc, la base de données va recoller automatiquement sur. Elle ne se reconnectera pas. C'est que tu peux les placer, tu peux aller les placer parce que je vais ouvrir le dossier d'ATIX. Avid ATIC. Si tu travailles dans un environnement partagé, par exemple, Mhm. ils vont suivre ton projet. OK. Sur un Unity, l'ATIC va suivre ton projet. Donc, si tu travailles sur une partition une journée, le lendemain, c'est un autre monteur dans une autre salle qui travaille dessus, l'ATIC suit. C'est sûr que Un environnement de partage à C'est ville. plus comme un char en mode automatique que manuel. ça ressemble un... Je Ça dépend de quel... statut automatique. Tu n'as pas à changer de vitesse, pas seulement. Bien, Avid tient beaucoup par la main les utilisateurs. Il y a beaucoup d'automatisation, mais rien t'empêche d'aller faire certaines manœuvres toi-même. Puis surtout, comme il parlait sur un Avid de Unity ou un ISIS, là, tout le système de sauvegarde, c'est sûr on parle d'un système qui est quand même qui a un certain prix, mais ce système-là permet d'avoir des sauvegardes, permet de partager. Donc, un autre avantage d'Avid, c'est qu'on peut travailler 5 monteurs en même temps sur le même projet ouvert. Donc, il y a aussi le système Edit Share qui permet ce genre de manœuvre-là. Ça, c'est un très, très gros avantage parce que le système n'est pas basé sur des projets en tant que tels, mais c'est plus sur des bins. Donc, on peut se partager des bins puis s'envoyer du matériel dans des projets ouverts.
puis se distribuer comme ça. Ça, c'est une des très, très grosses forces d'Avid. C'est là où est-ce qu'Avid est un peu indélogeable dans sa catégorie, c'est-à-dire au niveau du partage, au niveau de la gestion en tant que tel. Donc, on va juste créer un projet Avid ensemble. Je vais fermer celui que j'ai déjà ouvert, qui comporte des superbes images, allez voir. Alors, présentement, ça, c'est quand vous ouvrez Avid, ça va être à peu près la première fenêtre qui va vous ouvrir. En haut, bon, vous allez avoir l'utilisateur en tant que tel, l'utilisateur du Mac ou du PC. Donc, j'ai ouvert, je m'appelle Matt, puis il me demande mon mot de passe, OK. Puis là, demain matin, je l'ouvre, je m'appelle Jonathan, et patata, je l'ajoute là. Ensuite, folder, je vais y revenir dans un petit instant. Je vais juste descendre en bas. Ici, vous avez Private, Share and External, OK? Private, ça va être vraiment à l'utilisateur en tant que tel. Donc, moi, Jonathan, je me connecte au Avid, et demain matin, Mathieu se connecte. Bien, si j'ai mis des projets dans le private, Mathieu n'aura pas accès. Mais à n'importe quel moment, je peux copier-coller les projets puis lui donner l'accès. Sauf que tant que je ne lui donne pas ce projet-là, il ne pourra pas. Dans le share, bien évidemment, le mot le dit, tous les utilisateurs de l'ordinateur ont accès au share. Généralement, les gens travaillent beaucoup en share. Et ensuite, en external, j'y reviens dans une seconde. Private et share, c'est Avid qui décide où est-ce qu'il envoie ses projets. Donc, private, c'est assez simple. Regardez en haut, vous avez les chemins. Ensuite, vous avez share. Bien, c'est la même affaire, il se retrouve dans les documents. Share, Avid Media Composer, share, Avid Project. External, bien, le mot est un peu, moi je trouve un peu mal choisi. Ce que ça veut dire, c'est que c'est vous qui allez choisir où est-ce que vous allez placer vos projets. External veut dire extérieur au système Avid. Donc, c'est pas lui qui va décider. Ça va être vous. Moi, par exemple, regardez, j'ai mon petit disque dur qui s'appelle Biggie John et j'ai placé mon projet Avid à l'intérieur de celui-ci. Donc, ma présentation que je vais faire tout à l'heure se retrouve là. Je l'ai préparée préalablement sur mon portable, sur un autre ordinateur que j'ai placé sur un disque, puis je fais juste l'ouvrir ici, c'est assez simple. Donc, en external, je vais continuer en external et je vais créer un projet avec vous. Après ça, on va aller juste rapidement sur le disque pour vous montrer à quoi ça ressemble un peu, pour qu'on démystifie la chose. Donc, quand vous créez un projet sur Avid, donc en haut ici, bien, vous allez mettre le nom, évidemment. Donc, projet test, tiens. Voilà. Ensuite, vous allez décider du format. Le format ici, ce qui est intéressant avec Avid, c'est que ma timeline, j'ai pas des timelines de barrés à des codecs en particulier. Je vais avoir plutôt des séquences, je veux dire pas timeline, des séquences, excusez-moi. Les séquences ne sont pas barrées à des codecs en particulier. Ça veut dire que si je travaille de la RED, puis si je travaille du ProRes, aucune vraiment différence en autant qu'il y a à peu près le même format et le même framerate. C'est sûr que je peux, un peu comme sur Final Cut, mélanger un peu tout. C'est pas une très bonne idée, mais je peux le faire. C'est sûr que si vous cherchez vraiment le top qualité, vous devez adopter peut-être un workflow de type conforme et patati patata. Mais si vous êtes un peu mal pris, il fait quand même bien le travail. C'est sûr que vous allez payer le prix, que ça va coûter peut-être un peu plus de temps de rendu, etc. Mais généralement, sur Avid, ça reste en temps réel. Ça veut dire que je peux mélanger différentes choses et quand je vais peser sur Play, ça va jouer. Un autre détail assez important, c'est que tous les projets qui ont des framerates pareils, c'est-à-dire 23, 23, 29, 29, je peux à tout moment, j'ai une switch dans Avid pour switcher mon projet. J'ai une sortie à faire en SD, pas besoin de m'ouvrir un projet de SD pour balancer tout dedans. J'ai une switch dedans, puis je tombe en SD. Puis j'ai accès au codec qui est patati patata, qui a rapport au SD. Et vice-versa pour le HD. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez cool. Moi, je vous conseille fortement de vous sticker à des projets en termes de framerate plutôt qu'en termes de format. Même chose si, par exemple, vous avez un projet en 720p, vous devez faire une sortie en HD, bien, c'est très, très simple. Quand c'est le temps de faire la sortie en HD, on se tourne en HD et on fait notre sortie. Présentement, je vais juste me faire un projet en 1080, 23976. Ensuite, en dessous, vous avez les Color Space. Le Color Space, donc standard qui avait de pratiquement toujours fonctionné, c'est le YCBCR en 709 ou le 601 pour le HD, le SD, excusez-moi. Donc, le 601, c'était le profil de couleur SD. Le 709, c'est le profil de couleur HD. Maintenant, depuis qu'Avid est compatible avec la RED, on a accès à l'autre profil de couleur qui est le RGB 709. Je sais que ça peut être tentant d'utiliser le RGB 709, mais si vous ne travaillez pas en RED, vous n'avez pas nécessairement besoin de ce profil de couleur-là. Le YCBCR va très bien faire le travail. Ensuite, vous avez le Raster Dimension. Raster Dimension,
Donc là, je vais juste me mettre dans un projet où est-ce que j'ai accès au raster. Ici en bas, regardez, vous avez accès, il vous dit à peu près les codecs qui vont être disponibles. Les standards, c'est un peu les codecs Avid, donc le DNX HD, qui est un peu l'équivalent au ProRes, donc DNX HD, merci. Ma voix est sensuelle maintenant. Alors, DNX HD, qui est l'équivalent au ProRes. Ensuite, en dessous, vous avez mon AVC Intrasant, XDCAM 50, XDCAM 8. C'est un peu les codecs que vous savez que vous allez retrouver dans ce type de projet-là. Si je m'en viens ici, puis je change je vais mettre voyons. Il n'y a pas de raster dimension. Je suis mêlé, moi. Ah, ils ont changé, c'est vrai. Je me suis mêlé. Alors, vous allez retrouver à l'intérieur les codecs en particulier. Donc, si par exemple, j'ouvre mon projet, je vais juste me le mettre en 23 HD, s'il vous plaît. Projet test. Puis j'ouvre ça. Ici, mon projet test, ici. Juste un petit détail, faites attention de ne pas accrocher le delete dans cette fenêtre-là. Vous pouvez effacer vos projets. C'est un peu con, je le sais, mais voilà, vous êtes avertis. Vous pouvez toujours retourner dans la TIX après. Voilà. Alors, quand vous ouvrez votre projet, la première chose qui arrive, donc, vous avez deux fenêtres qui se ressemblent un peu. Cette fenêtre-là et cette fenêtre-ci. C'est bien important de faire la différence entre les deux. Celle-ci est une bin et celle-ci, c'est votre fenêtre de projet. Qu'est-ce que je veux dire par fenêtre de projet? C'est un peu tout ce que vous allez retrouver à l'intérieur. Vous cherchez à jouer dans les settings? Bien, évidemment, c'est dans settings. C'est un peu tout à même endroit. Vous cherchez vraiment des settings, que ce soit de calibrer votre hardware, que de calibrer votre projet, ou vous calibrez littéralement vos settings d'utilisateurs. Cherchez pas, c'est dans Settings. Donc, si je descends rapidement, je me rends à Keyboard, bien, Keyboard il est là, puis je peux le modifier. Donc, vous n'avez pas vraiment à chercher. Puis, ce qui est cool, c'est que, par exemple, chercher Keyboard, j'ai juste appuyé sur K et Keyboard se pointe. Alors, voilà pour ça. Les bins ici. Donc, j'ai ici projet test bin. Je vais juste aller voir rapidement sur mon dossier, sur mon poste ici, donc mon Biggie John ici, mes projets Avid. Donc, j'ai mes deux projets ici que j'ai montré tout à l'heure. Celui-là, je vais l'ouvrir tout à l'heure. Et celui-là que je viens à peine de créer. À l'intérieur, bon, j'ai différents settings et patati patata. Mais ce qui est vraiment important dans ce projet-là, c'est ça. Si vous perdez ça, bien, vous perdez votre projet. C'est comme sur Final Cut, vous perdez votre FCP, bien, votre petit point... je vais zoomer peut-être une petite affaire. Ça zoome dessus? C'est quoi l'extension? C'est un point AVB. Je l'avais montré dans mon petit truc ici. Point. Et hop. AVB. Voilà. Avid bin. Ça va? Donc, dans mon point AVB, juste ici, bien, ça va être toutes mes master clips, mes séquences et patati patata. Je vous conseille fortement de bien diviser votre projet comme vous l'auriez fait sur Final Cut, puis de ne pas tout mettre dans la même bin, parce que sinon, si vous perdez cette bin-là, bien, tout ce qui est à l'intérieur se perd. Autre détail aussi, c'est que plus que vous avez de bins ouvertes en même temps, évidemment, plus que le projet va devenir lourd. Donc, vous pouvez un peu contrôler comment vous gérez votre projet en fermant certaines bins. Puis, comme ça, vous allez gérer un peu votre mémoire. Je vais fermer ça ici. Donc, vous voyez ma bin ici. Ma bin, je vais la renommer. Je vais aller tout simplement cliquer en haut ici. Puis, je vais l'appeler, par exemple, Média. Vous voyez ici, elle s'est updatée. Regardez, je vais faire une petite passe à la vide. Je vais sortir la bin de Média de mon projet. Quand je vais y retourner, elle n'est plus là. Je vais la retourner. J'ai pas eu besoin de fermer la vide. Donc, je peux aller chercher des bins ou faire un peu de la gestion pendant que la vide est ouverte. Ça ne causera pas nécessairement problème. Alors, rapidement, je vais juste importer du média. Sur mon disque, j'ai préparé différentes choses pour qu'on ait du plaisir, beaucoup de plaisir. J'ai du Canon ici, j'ai du ProRes, Canon H264 qui provient d'une belle T2i et du ProRes qui provient de la fameuse PicPic Epic Red, tournée en anamorphique. Là. Voilà. Ça, c'est-tu très long comme fichier? 30 secondes, on va l'importer. Yes! Alors,
simplement, je peux aller tout simplement dans ma bin, faire right-click, un peu comme vous l'auriez peut-être fait dans After Effects, et je vais importer ce média-là. Je peux toujours aussi aller dans File, Import, il n'y a pas de problème. ProRes, je vais prendre celui du bas. Et là, dans cette fenêtre-là, ça semble un peu étrange. Ici, vous avez, je vais descendre juste plus bas. Il ne faut pas mitrailler sur Avid, d'accord? La première chose que j'apprends à tout le monde, mitraillez pas parce qu'il y a beaucoup de settings à mettre des fois. Je descends un petit peu plus bas et vous voyez ici, ce qui est difficile à voir, là, Macintosh. Non, moi je vais le mettre sur Biggie John. C'est là que je choisis où est-ce que j'envoie mon média, d'accord? Ensuite, bon, je vais aller voir, je vais descendre ici, Options. Donc, ça me semble un peu... ça fait toujours peur, cette fenêtre-là, quand les gens ne sont pas nécessairement habitués. Donc, ici, vous allez retrouver, si votre image est un peu déformée, Avid a des options pour soit l'étirer, l'agrandir, patati patata. Ensuite, vous descendez, vous avez les couleurs. Si, par exemple, vous avez des couleurs qui sont pas légales, Avid peut les mapper à des couleurs qui sont plus légales. Et le channel alpha, juste une chose à se rappeler, pour ceux qui travaillent sur After Effects, Photoshop, le blanc et le noir représentent quoi pour le canal alpha? Personne ne travaille sur After Effects, Photoshop ici? Oui? Le blanc, c'est un trou, Ouais. Le blanc va être un trou, puis le noir va être opaque. Sur Avid, c'est totalement l'inverse. Faites attention à ça. Avid se base un peu plus sur la densité de la pellicule. Donc, quand ça va être noir, ça va être très opaque, puis quand ça va être blanc, ça va être transparent. Donc, retenez que c'est un peu l'inverse. Mais de toute manière, ici, vous savez qu'Avid peut l'inverser à l'impart. Donc, vous avez juste à cliquer là-dessus, puis ça va faire un peu le travail. Je vais juste appuyer sur OK. Les settings semblent bien à mon goût. Ensuite, vous avez la résolution. Donc, DNX HD, c'est les codecs Avid, donc un peu les compétiteurs à ProRes, qui ont des très, très bons codecs. Soit dit en passant, vous avez la V-Intra de Panasonic, donc XDCAM EX, donc les petites caméras X, HD, les disques, 1.1 10B, ça c'est très lourd et très, très gros. On parle de taux de transfert qui accote peut-être les 1 giga, là, c'est gros. Ensuite, nouveauté à MC6, le ProRes. Donc, je vais juste retourner rapidement à ma petite fenêtre ici. Donc, en tant qu'utilisateur, moi, ce que j'ai remarqué en tant que les utilisateurs Final Cut qui traversent à Avid, surtout depuis MC5, ils ont tendance à ne pas aller dans la base de données et plus s'orienter vers ce qu'on appelle le AMA ou la connexion directe, comme vous faites un peu sur Final Cut. Vous connectez directement à votre média, vous le faites jouer, vous montez et c'est le fun. Avid a toujours fonctionné par défaut dans la base de données, donc l'importation vraiment en MXF, etc., etc. Qu'est-ce que ça permet de plus, la base de données, que l'AMA? La base de données a toujours été extrêmement stable, plus stable a été relativement très, très stable depuis des années. Ça permet de transférer du média rapidement, de se promener, de faire une gestion très complexe, d'avoir le Avid Unity puis que tout le monde se partage du matériel. L'AMA ne permet pas ça. Puis certaines choses aussi, il y a certains types d'exports que vous ne pourrez pas faire. Les exports AF pour l'envoyer au son, ça va être plus compliqué. Tandis que la base de données, vous allez avoir accès automatiquement à toutes ces fonctions-là qui sont très cool, David, qui font un peu son charme, que l'AMA ne permet pas. Donc, depuis qu'Avid a permis, OK, bien maintenant, on peut importer directement le ProRes puis l'absorber dans notre base de données, bien, ça fait une méchante différence. Parce que là, maintenant, on peut transférer du média rapidement en ProRes. On n'est pas obligé non plus de transcoder et faire des fichiers spéciaux. Par exemple, si je travaille avec une Alexa ou si je travaille avec certains types de fichiers qui demandent du ProRes, si vous enregistrez avec un Keypro, il n'y a plus besoin. Malgré que le Keypro aujourd'hui permet d'enregistrer directement au codec David. Donc, le MC6, ça a été premièrement une grosse feature qui a fait un gros changement.